juste parfaitement Quand on m'a dit qu'il y avait la possibilité de faire un opéra, de transformer cette pièce d'Albertine en 5 temps en opéra, c'est venu me chercher. C'est important dans nos vies qu'on puisse savoir ce qu'ont vécu et ce que vivent les femmes, et elle traduit dans cette pièce certaines des facettes de ce que vivent les femmes. J'ai été aux premières loges lorsque les Belles-Sœurs sont sorties. Puis en plus, ça correspondait tellement à ce que j'avais vécu dans ma propre adolescence avec mes tantes, ma mère qui collectionnait les Tempinki. Ils ne se réunissaient pas pour les coller, mais c'était le cas. Il a eu, moi je crois, sur notre vie collective, un impact significatif. On pouvait être aussi intéressant que n'importe quel autre peuple au monde. Le premier à faire valoir le joual, puis à ne pas en être honteux. Quelque part, à se dire, c'est nous. Et à travers ces mots-là, ça dit ce que nous sommes. Et ça nous permet de dire nos émotions, de dire nos sentiments. Nos différences nous rendaient plus riches culturellement parlant. Beaucoup de femmes, mais je ne sais pas si c'est parce qu'on nous a élevés de cette façon-là. Je crois qu'il y a beaucoup d'aspects culturels, si on veut, à nos comportements. Ont le sentiment d'être des imposteurs lorsqu'on leur confie des responsabilités importantes, parce qu'elles se demandent si elles sont capables de prendre la responsabilité, d'occuper la fonction. On est très exigeante envers nous-mêmes. C'est ce que j'appelle le syndrome de la première de classe. On veut que tout soit parfait, on ne veut pas faire d'erreur. Quand on offre des emplois à des femmes, ou que moi, par exemple, j'ai offert à des femmes d'être candidates dans ma formation politique, des femmes qui avaient de belles feuilles de route, là, longues comme ça, qui avaient des expériences, du talent, qui étaient reconnues dans leur métier, leur profession, elles me répondaient souvent, enfin, presque tout le temps, « Est-ce que tu penses que je vais être capable? » J'allais du côté des hommes offrir la même chose. Et les hommes, presque invariablement, me répondaient, « C'est peut-être pas une mauvaise idée. » Dans mon curriculum, j'ai des choses qui me préparent à ça. Et à chaque fois qu'un premier ministre, parce que j'en ai servi quelques-uns, m'a demandé de prendre en charge un nouveau ministère, j'étais à chaque fois très inquiète et je me posais la question, est-ce que je vais être capable de le faire? Alors que j'ai 2 diplômes, hein, j'ai une formation en service social, j'ai un diplôme en service social de l'Université Laval, j'ai une maîtrise en administration des affaires des HEC, Montréal, un MBA, ce qui n'était pas le lot de bien de mes collègues, bien de mes camarades avec moi, mais j'avais plus de doutes sur mes capacités à prendre en charge que d'autres à côté de moi, qui avaient été élevés probablement dans une autre perspective. À une certaine époque, avoir de l'ambition pour une femme, c'était vu comme très négativement. Parce que avoir de l'ambition pour un homme, c'était naturel et normal. Pour une femme, c'était comme un peu prétentieux. Alors que non. Quand on veut réaliser des grandes choses, quand on veut changer le Québec, quand on veut faire la souveraineté, ça prend un peu d'ambition, qu'on soit homme ou femme. Vous savez, en politique, il n'y a jamais rien de facile. On dit que c'est un sport extrême. D'abord, j'ai été profondément triste de ne pas avoir été reconduite comme première ministre du Québec. Parce que je croyais, puis je le dis bien simplement et sans aucune prétention, je croyais que j'étais parmi les mieux préparés pour assumer cette responsabilité. J'ai dirigé 9 ministères, des finances en passant par la famille, par éducation, par santé.
J'avais été très, très près des premiers ministres qui ont précédé. Et donc, je crois que j'avais ce qu'il fallait pour occuper cette fonction. Malheureusement, j'ai perdu l'élection de 2014. J'ai accepté la décision de la population. Nous sommes en démocratie et le peuple a toujours raison en démocratie quand on lui donne la parole et qu'on lui donne le choix. Je suis une femme qui aime plutôt regarder à l'avant que regarder derrière. Je ne suis pas une femme d'amertume. Ça ne servait à rien de pleurer sur mon sort. Les dés étaient jetés, c'était fait. J'ai été ministre de la Condition féminine à 30 ans. Et puis, on m'a confié un jour l'Office des services de garde à l'enfance. Puis mon objectif, c'était d'augmenter le nombre de places accessibles pour les familles parce que je savais que ça allait mener à l'égalité des chances, puis ça allait mener à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donner un biberon à un enfant, ça s'apprend, puis c'est pas dévalorisant. Prendre un enfant par la main, puis l'amener à l'école, il me semble que c'est particulièrement intéressant, autant pour un homme que pour une femme. Faire des tâches ménagères, c'est aussi plate pour un homme que pour une femme. Laver la vaisselle, moi, j'aime pas ça. Puis lui non plus. Mais il faut la faire quand même. Si je suis tant insistante sur l'importance de l'égalité des tâches, c'est parce que moi, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait si nous n'avions pas ensemble convenu d'une sorte d'entente, de partenariat réel. J'ai rencontré un jour Françoise Giroux et elle a dit « L'égalité, vous savez, ça commence devant le fourneau ». Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il faut qu'on ne soit pas les seuls à s'occuper de la vie familiale, la planification. Puis moi, je dis, l'égalité, ça commence devant les enfants. La liberté, pour moi, c'est la capacité de faire ses choix en fonction de ses valeurs. Ça ne veut pas dire sans contrainte, ça ne veut pas dire sans compromis, mais c'est vraiment, pour moi, être capable d'acquérir suffisamment de connaissances et de compétences pour être capable de poser un jugement qui me permet de faire des choix dans la vie, des choix éclairés. Et la liberté, c'est pas nécessairement de décider n'importe quoi, de pouvoir faire n'importe quoi. C'est de faire des choses qui nous permettent de grandir, qui nous permettent de nous ouvrir au monde. Je dirais aux jeunes femmes qui rentrent en politique, d'abord, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Pourquoi vous voulez le faire? C'est quoi vos rêves? C'est quoi les idées que vous avez pour la société à laquelle vous voulez offrir vos services? Parce que c'est ça. Être en politique, c'est le plus grand service public. Hein? Identifiez ce que vous voulez offrir comme projet et surtout, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, allez chercher l'aide partout où il y en a et dont vous avez besoin, en toute humilité, simplement, mais surtout, faites-vous confiance. Et dans cette confiance que vous allez vous faire, vous allez être capable de trouver le ressort et l'énergie qu'il faut pour durer, pour passer au travers de moments un petit peu plus difficiles. Mais gardez votre rêve en tête, fixez-le quelque part, de telle sorte que ça puisse vous motiver le jour où c'est un petit peu plus difficile. Je vous regarde vous, là. Je te regarde toi. Yann Turou? Oui. Merci d'avoir accepté de faire une entrevue avec nous. Ça me fait plaisir d'être là avec vous.